plus jamais je ne me respecte pas juste pour être aimé. La seule et unique façon d'être en paix, c'est de ne pas vouloir un autre constat que celui qui est là. Quand on est touché par quelque chose, on est touché parce qu'il y a quelque chose de même nature au fond de moi-même. Je suis un peu comme un explorateur, un archéologue qui vient de Mhm. découvrir un trésor. Mais c'est trop beau, quoi. Parce que nous n'avons pas la certitude absolue que dans cette réalité-là, en étant ce que nous sommes, tel que nous sommes là où nous sommes, nous pouvons être en paix. Nous ne respectons pas notre vérité profonde, ce que nous savons au plus profond de nous. Et c'est comme si toute notre existence, c'était de nous permettre de réaliser que nous sommes libres. Mais la réparation n'est pas la guérison. Et la guérison, c'est choisir de vivre, et c'est de cesser de survivre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gaïa Méditation TV. Je suis Stéphane et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite tout de suite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de nos dernières émissions et de nos dernières publications. Et aujourd'hui, je suis heureux et je suis honoré d'être en compagnie avec un conférencier international qui est le fondateur de la bioanalogie. Salut Jean-Philippe Brébion. Salut Stéphane, grand merci de m'accueillir sur cette magnifique chaîne de Gaïa. Et vraiment, c'est un grand plaisir aussi et une grande joie pour moi d'être avec vous tous là. Vraiment. Ouais, alors bah, c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a quelques années, d'ailleurs, hein, pour l'anecdote, hein, au festival de Philippe Ferrer et Sandrine Reynaud dans le Nord. On ne vous demande pas d'y croire et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé, eh bien de ce que tu faisais, de ce que tu transmettais, depuis, toutes ces années et c'est vrai que ça m'a tout de suite parlé, d'ailleurs tu m'as même parlé de ma clé de naissance et c'est le sujet du jour d'ailleurs les amis, hein. Restez bien avec nous parce que ce qui va être transmis aujourd'hui, ça va vous servir, ça va vous permettre de mieux vous comprendre et c'est vraiment, ultra puissant. Alors pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, Jean-Philippe, hein, comme je le disais, il est fondateur de la bioanalogie. Il a découvert à travers ça, les clés de naissance, on va en parler aujourd'hui, hein. Il est aussi, auteur, d'une dizaine d'ouvrages, notamment, L'empreinte de naissance, l'empreinte de l'âme et les 4 vérités de notre naissance. Voilà, il y a plein d'autres livres et je vous invite, évidemment à aller, voir, sur le site d'ailleurs bioanalogie.com. Vous verrez tout un tas d'ouvrages, qui sont à votre disposition, hein et puis, tout ce que peut proposer, Jean-Philippe. Donc, bah, déjà, c'est ouais, comme je le disais, hein, je suis vraiment, enchanté et c'est un honneur pour moi parce que, tu es vraiment une référence, hein, dans, dans tout ce qui est, le la compréhension de soi, hein. Tu es vraiment quelqu'un qui a, trouvé quelque chose, de particulier sur, sur l'être, hein, sur, la structure de l'être, on pourrait dire ça comme ça. La structure même de notre univers, on va en parler. Alors, avant d'en venir au sujet de la bioanalogie, les clés de naissance, on va un petit peu retracer, ton parcours. Tu es né dans une famille, catholique, voilà et avec, tu étais un petit peu, on t'appelait tu avais un surnom, hein, on te donnait le surnom, le gentil Pili. Alors, ça faisait qu'est-ce que ça t'évoquait? Voilà, comment tu te sentais à l'époque et qu'est-ce que tu as pu comprendre au fur et à mesure des années, voilà? Oui. Alors, c'est vrai, comme tu viens de le dire, je suis né dans une famille très catholique, pratiquante, et tout naturellement, à 4 ans, 5 ans, je voulais être curé. Quoi. C'était évident que c'était la seule voie de réalisation possible. Et, euh, et bon, et bien sûr que au cours des années, cette vocation a disparu, mais par contre, le sens de cette vocation n'a pas disparu, puisque ce qui m'attirait, c'est toute la dimension spirituelle et justement de cette réalisation de notre être, quoi, de la réalisation de notre existence unique. Et, euh, et j'étais un élève très, un mauvais élève. J'approfondissais un peu toutes mes années scolaires, quoi. Autant dire, j'ai redoublé beaucoup de, et je me vivais beaucoup en concurrence avec mes cousins qui étaient de brillants élèves, qui étaient des universitaires. Il y avait tout un milieu où la référence était l'université, quoi. Et, et, euh, et donc, pour moi, ça a été une comparaison permanente et j'ai voulu justifier, prouver que j'étais capable, voilà. Et, mais ce qui m'intéressait, c'était
une des premières découvertes, j'allais dire, que j'ai faites, c'est de découvrir que l'humain fonctionnait dans la dualité. Alors, je le formule comme ça, mais c'était bien sûr que adolescent, je ne le formulais pas comme ça. Mais pour moi, il n'y avait pas de séparation entre le ciel et la terre. Il n'y avait pas, je comprenais pas l'histoire d'un dieu amour et du diable, comme on me disait dans ma famille. Je comprenais pas ce clivage. Et, euh, et, et bien sûr, je suis à un moment rentré dans le moule et puis je suis ressorti de ce moule. Mais vraiment, pour moi, c'était les mêmes lois, ces mêmes lois du ciel et de la terre. Et, euh, et ce qui fait que j'ai fait des études de kiné, d'ostéo, et j'ai voulu faire plein de choses, de médecine chinoise, je me suis intéressé à la psychologie, la biologie, pour un peu rivaliser un peu avec mes cousins, pour montrer que j'étais capable de... Et il y a une histoire assez particulière, c'est qu'un jour, euh, un ami qui est un prof de yoga qui me dit, écoute, avec tout ce que tu as fait, là, on pourrait animer un séminaire ensemble. Alors, on décide d'animer un séminaire de 5 jours à la campagne avec une quinzaine de personnes. Et c'était dans les années 1982 ou 3. Hein, bon. Et, et là, j'arrive, donc à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien. Et j'arrive à ce séminaire avec 2 sacs remplis de tout mon savoir, tous les livres que j'avais sur la psychologie, les religions, etc., etc. Et le savoir, c'est lourd. Hein. C'est lourd, c'est Ouais. lourd. Et à cet atelier, il y avait une femme qui était une brillante universitaire spécialisée dans les sciences orientales. Et chaque mot que je disais, elle me disait, est-ce que tu es sûr de ça? Où as-tu ta source? Là, c'est peut-être un contresens. Et je savais que j'avais la réponse dans mes livres, mais c'était un cauchemar, quoi. C'était un cauchemar à un tel point que j'ai failli partir, d'arrêter le séminaire. Mais là, et pour moi, c'était un vrai point de bascule. J'ai pris une décision. Plus jamais je vais animer un séminaire avec un papier. Parce que si je ne suis pas capable d'appuyer sur ce que je suis, alors il vaut mieux que je me taise. Et Mmh. en fait, ça a été, comment dire, une opportunité extraordinaire. Et c'est comme ça que s'est construite la bioanalogie, en s'appuyant sur le concret, sur le réel et sur la cohérence. Donc voilà, c'est là-dessus que j'ai pu construire toute la bioanalogie. Et comme tu le disais, dans ma famille, euh, on me surnommait le gentil Pili, et comme si c'était ma priorité, c'était aussi la relation humaine, mais et il fallait être un gentil, un bon humain, etc. Et c'est amusant parce que j'ai compris, en découvrant les clés de naissance, que dans la clé de naissance, il y avait ce gentil Pili qui était là, et que sa priorité, c'était l'humain et la relation humaine. Voilà. Ah. Bon, bah, on va parler de tout ça, hein. Donc, bah, merci pour cette, introduction sur, justement comment tu t'es comment tu t'es construit, on pourrait dire ça comme ça, hein, depuis cette naissance. D'ailleurs, on va parler justement de tout ce qui se passe au niveau de la naissance, hein. C'est vraiment c'est vraiment ultra intéressant, ce qui peut se passer à ce niveau-là. Donc dans ton parcours, donc tu as dit kiné, ostéo, tu te formes à tout un tas de choses, hein, médecine chinoise et j'en passe. Et autour de l'âge de 60 ans, il y a une forme de révélation en toi, hein. Tu es marié, depuis 25 ans, je crois, 2 enfants et puis là, il y a, comme quelque chose, qui vient à toi. Et est-ce que tu voudrais bien nous parler de ce moment où finalement tu as compris et réalisé, quelque chose d'important pour toi? Il y a eu quelque chose de fondamental. C'est qu'en effet, j'ai eu tout mon parcours. J'ai été marié pendant 25 ans avec 2 filles, et puis je me suis séparé de la mère de mes filles. Et puis j'étais un peu dans une certaine errance affective, j'allais dire. Hein, des rencontres, puis ça se terminait toujours pas très bien. Et puis, un moment, après une rupture douloureuse, il y a vraiment une phrase qui m'est venue. Plus jamais je ne me respecte pas juste pour être aimé. Mmh. Et ça a été un point de bascule aussi. Hein, la vie, c'est des points de bascule à un moment. Et des points de bascule, c'est un moment où on se positionne différemment. Ah, je l'avais pas vu comme ça. On est en train de regarder les choses différemment. Et c'était un point de bascule assez euh, fondateur là aussi. Et du coup, dans la semaine qui a suivi, j'ai rencontré Sylvie, mon épouse actuelle, et ça fait 16 ans que nous sommes ensemble.
et, et on vit une relation très, très riche sur le plan humain, très riche sur le plan des amours et sur le plan de la réalisation de soi. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on est coéquipiers dans la réalisation mutuelle de chacun, quoi. Hein, voilà. Mmh. Oui, c'est vrai que, bah, d'ailleurs j'ai rencontré, aussi, Sylvie, je l'ai pas rencontrée en vrai, mais virtuellement et c'est Oui. vrai que vous formez un magnifique, duo, ensemble et ben, tu viens de nous parler de cette réalisation, hein, voilà, qui te respectait pas pour être aimé et évidemment, c'est quelque chose d'inconscient en nous, hein et je pense que, voilà, nous tous, on vit avec des schémas inconscients et bah, à partir du moment où on réalise, cette chose, eh bien, on peut quelque part, se libérer, on pourrait dire ça comme ça et c'est ce que tu as pu, bah, réaliser toi puisque du coup tu as rencontré donc la femme avec qui tu vis aujourd'hui, Sylvie, avec qui, bah, tu peux, vivre un peu plus dans une forme d'apaisement. Oui, Mmh. et ce que tu dis est quelque chose de très important, c'est que c'est de réaliser, il faut réaliser, comprendre que nous avons une double nature. Et j'aime beaucoup la phrase de Teilhard Chardin quand il dit: nous ne sommes pas des êtres humains euh, 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 vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et c'est vraiment, et ça a été pour moi très. Alors Teilhard Chardin m'a beaucoup parlé parce que il est né à quelques kilomètres de la maison. Donc dans ma famille, Teilhard Chardin, ce jésuite, grand mystique, même s'il dérangeait un peu l'Église, on se devait d'avoir à la maison un livre de Teilhard Chardin. Et je me rappelle un jour, j'avais 12 ans, je tombe sur ce livre de Teilhard Chardin où il est écrit La vie et expérimentation. Mais quel bonheur d'entendre ça par rapport à tout ce que j'avais appris au catéchisme à l'école. Et donc cette nature, c'est bien de comprendre que euh, c'est-à-dire cette nature, notre nature éternelle, appelons-la divine comme on veut, qu'importe, mais cette nature qui n'est pas soumise au temps et l'espace, elle s'exprime à travers un corps biologique, et ce corps biologique, il est de mémoire animale. Et la fonction première de l'animal, c'est d'assurer la survie de l'espèce. Donc pour l'animal, il faut assurer la perpétuité du temps et de l'espace. L'espèce, c'est que se projeter dans le temps. Et tant qu'on reste identifié à ce corps, alors nous sommes dans la survie et nous nous privons de cette nature éternelle, Mmh. cette conscience. Et c'est ça qui est important. Et donc, c'est là quand je dis plus jamais je ne me respecte plus, plus jamais je ne me respecte plus pour être aimé, c'est vraiment le mécanisme de survie parce que comme si je suis dans l'idée que l'amour vient de l'extérieur. Mais non, c'est que en voulant chercher à l'extérieur, on se prive de cet amour infini qui est notre véritable nature. Mmh. Pour arriver à toute cette compréhension, hein, toi que comme tu disais, tu es né dans une famille, voilà, catholique, mais tu as été voir aussi ailleurs, hein. Je sais que tu fait pas mal de séjours, dans les Himalayas et autres, hein. Je pense que tu as pas mal, voyagé. Oui, Est-ce que oui. tu voudrais bien nous parler un petit peu d'ailleurs de ce parcours, cette compréhension, et qui t'a amené finalement à la bioanalogie, à finalement Yes. comprendre, un petit peu plus, la structure de l'être et cetera? Bien sûr, le mot bianalogie, il résume exactement cette compréhension que j'avais de l'univers, c'est-à-dire que tout est analogique à une seule et même loi. Hein, c'est cette loi du principe, et j'en parle, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est comme s'il y avait un fractal, une loi universelle qui se déploie tout le temps. Et c'est vrai que j'ai parcouru le monde dans différents pays pour rencontrer des maîtres, des sages, des gourous, non pas pour aller suivre leur enseignement, mais ce qui m'intéressait, c'est de quelle vérité il témoigne. C'est quoi sa vérité à lui. C'est quoi, voilà. Et j'ai rencontré Manda Maï, qui était une sage absolument extraordinaire, et où j'ai eu une histoire très touchante avec elle. Et un qui m'a beaucoup touché aussi, c'était, qui est plus connu, qui est Nisargadatta Maharaj, qui a ce fameux livre Je suis, qui est un monument extraordinaire, et qui dit, je sens que c'est vraiment avec lui où je suis le plus proche dans cette compréhension. Et la vie m'a amené, il y a en 1997, à rencontrer un homme qui s'appelle Lodchen Tulku Rinpoche, et qui est considéré comme la 19e réincarnation de Rinchen Zampo, qu'on surnommait le grand traducteur, c'est-à-dire qui est le fondateur de la deuxième lignée du bouddhisme tibétain dans la vallée de Spiti.
Et on s'est rencontrés en France lors d'un apéritif. Hein, donc voilà, cet homme était venu à Clermont-Ferrand pour rencontrer sa marraine qui habitait Clermont-Ferrand pour la parrainer et qu'il avait parrainé pendant ses études. Et je me suis aperçu qu'il était là pour une semaine et que il n'y avait rien d'organisé pour lui, quoi, c'était etc. Et quand avec cet apéritif que nous partagions ensemble, j'ai perçu la richesse de cet homme et de son humanité. Ça m'a beaucoup touché. J'ai rayé toute ma semaine de rendez-vous. On a pris une semaine ensemble. Je lui ai fait visiter mon pays, l'Auvergne, etc. Et j'étais très touché par cet homme qui, il faut comprendre tout de même, à 4 ans, il a enlevé de sa famille, hein, élevé par des moines, hein, et tout d'un coup, il a une charge de tout le coup. Il est considéré comme une des réincarnations du Bouddha. Enfin, tout le monde se prosterne devant lui. Et il est engoncé avec cette charge, et puis il y a un humain derrière. C'est très touchant parce que quand il vient à la maison, quand il vient me voir en France, et on va faire les courses ensemble au supermarché, il est trop content, il dit donne-moi les sacs que je les porte. Hein, voilà parce que voilà. Et, euh, et du coup, cette vallée, il faut comprendre que cette vallée de Spiti, elle était tibétaine jusqu'en 1954. Et au moment de l'indépendance de l'Inde, elle est devenue indienne. Et ce qui fait, quand les Chinois ont envahi le Tibet, ils n'ont pas envahi le berceau du bouddhisme tibétain. Et cette vallée, elle a été fermée au public pendant 50 ans pratiquement. Et ce qui fait, et donc, l'année où j'ai rencontré Lodgen Tulku, je suis allé dans l'Himalaya, dans cette vallée, qui était pure, qui n'était pas encore envahie par le tourisme. Hein. Et j'étais très touché par les gens, par la qualité des gens, la qualité humaine des gens. Et donc, j'ai créé une association qui s'appelait 1 plus 1 égale 3. Hein, et on a créé un centre de partage des savoirs, on a organisé des congrès, on a participé à la construction d'une école, voilà. Moi, je suis pas bouddhiste, j'appartiens pas à une religion particulière, mais un jour, mon ami Lotchen, qui me dit, tu es plus bouddhiste que moi, déjà, et il me dit, il me parle du premier sermon du Bouddha sur les 4 nobles vérités de la souffrance, donc l'histoire de Siddhartha, très bien. Et lorsque j'entends ces 4 nobles vérités, mais je me dis, mais c'est exactement les 4 dates fondatrices de l'empreinte de naissance. Le temps, l'action, l'espace et la conscience que nous avons de cette expérience. Et ça m'a beaucoup touché, c'est là pour ça que j'ai fait ce petit livre sur les 4 vérités de notre naissance. Et je trouvais que c'est là où j'ai compris aussi que les textes fondateurs de toutes les grandes religions sont des textes ontologiques. Alors qu'après après on les interprète avec notre dualité, hein, on revient dans une causalité, et bon, c'est comme ça c'est notre nature humaine, mais vraiment quand on reprend à l'origine ces textes fondateurs, ils parlent des lois de l'être, des lois ontologiques de l'être. Et un peu comme si c'est pas venu valider, mais c'est venu supplémenter quelque chose, donner une couleur supplémentaire à l'empreinte de naissance et aux clés de naissance. Mmh. Mais comment, tu en es venu donc voilà, tu as eu tout ce parcours, cette compréhension, mais du coup, la bioanalogie, donc ben, c'est alors déjà qu'est-ce que tu en quelques mots, la bioanalogie, c'est quoi? Bon tu l'as expliqué, hein, mais, en quelques mots pour qu'on puisse bien comprendre. Alors, pourquoi j'ai appelé Ouais. bioanalogie? Bio, c'est la vie, analogie, c'est Mmh. analogique à une seule et même loi. Ça veut dire que si on regarde notre conception, elle est la rencontre des parents, les parents rencontrent des grands-parents, etc., etc. Puis on remonte, ça veut dire qu'on a un enchaînement de causes et d'effets jusqu'à l'origine de l'humain, jusqu'à l'origine de l'animal, du végétal et du minéral. Et l'origine du minéral, la fonction minérale, je ne parle pas du caillou, mais c'est le Big Bang. Le Big Bang, c'est quoi? Et c'est ça. C'est une rencontre entre le temps et l'espace. Hein, mais le temps n'existe pas tout seul, l'espace n'existe pas seul, la rencontre n'existe pas seule. Tout ça, ça appartient à une seule et même réalité. 3 plans, une seule et même réalité. Et en fait, ça, c'est une loi universelle. Toute existence se manifeste sur 3 plans, et ces plans, ils n'ont chacun aucune existence propre. Si je prends un courant d'air, c'est une rencontre entre du chaud et du froid. Mais le chaud n'existe pas tout seul, le froid n'existe pas tout seul, et la rencontre n'existe pas seule. Donc ça veut dire ces 3 éléments qui n'existent pas par eux-mêmes. Ils n'existent que dans la relation, et appartiennent à une seule même réalité.
Et en fait, depuis le Big Bang jusqu'à cet instant où nous sommes ensemble, il n'y a pas un élément. Si on supprime un seul élément, nous n'avons pas d'existence. Donc nous sommes ce continuum, cette continuité à chaque instant. Et c'est ça l'analogie, et c'est d'appréhender notre relation au monde avec cette clé de lecture. Et Mmh. tout est analogique. Le corps est constitué comme ça. Le corps, il y a une partie qui est liée au temps, la tête, une partie qui est liée à la relation, à l'action, le tronc membre supérieur, et une partie qui est liée au constat, à l'espace, qui est le bassin membre inférieur. Et on peut lire, j'ai fait dans le grand livre de la guérison, où j'ai fait toute la lecture du corps humain à travers cette loi. Et ça nous permet de comprendre plein de choses. Mmh. Que ça, c'est de la façon de se situer. Hein. Ça parle de la façon de se situer. Le temps, c'est de la façon de se situer, de se repérer. L'action, c'est comment on se laisse agir ou on réagit. Hein. Et puis, l'espace, c'est le constat, le concret. Et ça veut dire le constat, le concret. Nous ne pourrons être en paix que dans la réalité, dans le constat. Je veux dire, souvent je dis, mais est-ce que ça vous intéresse d'être en paix? Donc je peux vous proposer à vous tous, là, est-ce que ça vous intéresse d'être en paix? Ben, c'est très simple. La seule et unique façon d'être en paix, c'est de ne pas vouloir un autre constat que celui qui est là. Mmh. Ça veut dire c'est de ne pas vouloir une autre histoire que celle que j'ai, de ne pas vouloir un autre passé. Et c'est la seule façon, et c'est pour ça que l'espace parle de ça. Et ça donne des informations incroyables, parce que quand je suis en paix, ben c'est que je veux pas autre chose que ce qui est là. Ouais, Autrement, c'est je me mets dans un idéal, voilà. Donc c'est ça la bioanalogie, c'est de lire le monde à travers ça. Et donc ça veut dire aussi, et ça c'est peut-être plus difficile, ça ne se comprend pas, ça se vit, j'allais dire, c'est que ce corps n'a aucune existence seul. Il n'existe pas indépendamment. Ce corps n'existe qu'avec l'extérieur à ce corps. mmh. Ah, donc on se trompe de cible quand on s'identifie à ce corps. Ce que nous sommes, c'est ce corps en relation avec l'extérieur à ce corps. Et l'extérieur à ce corps n'existe pas sans ce corps. Autrement, c'est un autre extérieur. Et donc, quand on commence à s'installer dans cette analogie, alors on comprend la phrase de Teilhard Chardin, la vie est expérimentation. Et c'est pas un résultat. Mais nous, on est formaté à vouloir un résultat, ça grippe à une chose. Et c'est l'évidence que si je veux m'accrocher à une chose, tout ce qui apparaît disparaît. Donc si je m'accroche à quelque chose, un jour ça disparaît. Donc la vie, c'est un souffle permanent, c'est une expérimentation. Et c'est ça les lois ontologiques de la vie. Sauf que euh, lorsque nous naissons, on n'a pas un mode d'emploi. Eh bien, les clés de naissance m'ont permis de comprendre, d'amener un mode d'emploi. Dire, ben voilà comment j'expérimente le temps et l'espace. Voilà comment moi, j'expérimente le temps et l'espace. Ça me permet de comprendre comment je vais me situer, comment je réagis, qu'est-ce qui me laisse en paix ou comment je vais me sécuriser. Et donc, c'est un outil de reconnaissance de soi. Et il n'y a pas une clé qui est mieux qu'une autre, il n'y a pas une clé qui est positive ou négative. C'est comme un programme informatique. Hein, ce programme informatique, il a ni positif ni négatif, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Et il n'y a pas une clé qui est incompatible avec une autre clé. Et de toute façon, notre clé, elle n'existe que dans la relation avec toutes les autres clés. Donc, Mmh. c'est un mode d'emploi. Et c'est ça, là, c'est un mode d'emploi donc, qui est issu de l'empreinte de naissance. Alors, je peux peut-être expliquer Oui, d'où vient cette empreinte de naissance. Euh, oui, c'est, oui. hein, Tu vas nous expliquer un petit peu, ce que c'est que cette, empreinte de naissance, hein, qui, d'ailleurs tu en parles bien dans ton livre, hein, on peut le redire, hein, l'empreinte de naissance et puis, voilà, ce qui découle de ça, hein, ces clés de naissance qui nous permettent de quelque part de décoder un petit peu, notre fonctionnement. c'est ça, c'est ça. Alors, l'empreinte de naissance, c'est un livre qui est sorti en 2004, donc voilà, et, euh, et qui continue de se vendre tout le temps. Ouais. Il se vend 200 livres par mois, pratiquement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je trouve que c'est très touchant parce que ça veut dire qu'il y a une compréhension qui s'installe. Voilà. Et en fait, euh, ce qui m'avait intéressé, c'est que je me suis beaucoup intéressé à la maladie, au sens de la maladie, et là aussi de comprendre que un symptôme, ce qui nous arrive, c'est pas une fatalité, c'est pas de chance, c'est que ça a du sens, c'est que ça a du sens.
c'est soumis à la même loi que mon existence. Donc j'ai fait beaucoup de liens avec ça. Et, euh, et à un moment, quand j'ai réalisé qu'en effet, nous sommes, ce corps est un corps biologique animal, et que la fonction première de l'animal, c'est d'assurer la survie de l'espèce. Euh, et quand j'ai vu que y avait un psychologue, Marc Fréchet, qui avait découvert un cycle d'autonomie. Il trouvait que quand on quitte les parents, et qu'on devient autonome, c'est-à-dire qu'on a son métier, sa maison, etc., on revit la même chose qu'autour de la naissance. Mmh. Ah oui, donc on garde en mémoire. Je me suis dit, ça c'est intéressant. En effet, et son cycle est très pertinent. En fait, je trouvais ça. Donc chacun a un cycle d'autonomie selon son histoire. Je trouve ça très pertinent. Et je me suis dit, mais euh, ça veut dire que nous reproduisons en permanence l'émotionnel de nos parents. Ça veut dire que autour de la naissance, les parents ont un émotionnel et cet émotionnel va s'enregistrer comme construire un programme. Alors, je donne l'exemple très classique. euh, on va avoir des personnes qui sont toujours en train de raconter ah ben je sais pas quoi, je suis en train de construire ma maison et puis je manque un peu d'argent pour finir les travaux. Je me suis acheté une voiture, j'aurais bien pris l'option, je sais pas quoi, métallisée, et puis je l'ai pas prise parce que j'ai manque d'argent. Et en fait, c'est intéressant de leur dire, mais est-ce que ils seraient pas prématurés? Et on s'aperçoit que les gens qui sont prématurés, l'émotionnel de la mère, souvent, c'est il lui manque une semaine, 15 jours, Mmh. etc. Donc ça fait partie des conditions de la naissance. S'il n'y avait pas cet émotionnel, ça serait une autre personne, ça ne serait pas cette personne-là. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas le. Et là aussi, que c'est ce qui est important, c'est que le cerveau est lié au premier degré et que c'est pas l'événement lui-même qui est important, c'est la façon dont il est interprété. Parce que je veux dire que il naît le 12, ah, il serait né le 15, c'est la date anniversaire de ma grand-mère, j'aimais tellement, il lui manque 2 jours. C'est la même chose que s'il y a un mois, hein, il lui manque 2 jours. Et je me rappelle un jour d'une petite fille qui est avec sa maman, qui a 11 ans, et elle me dit, la mère me dit, ma fille est née avec un mois d'avance. Et je lui dis, mais comment vous avez vécu ça? Parce que c'est le vécu qui est important. Oh, ben, elle me dit, c'était au mois d'août, en plein été, il faisait une chaleur accablante. Oh, ben, je lui dis, c'est parfait, elle sera prête avant les autres. Et cette petite, elle a 1 an d'avance, elle est toujours en avance, et elle est prête avant les autres. Donc comme quoi, Mmh. c'est pas le, c'est pas l'événement, c'est l'émotionnel des parents. Donc ça veut dire que l'embryon, il traite l'émotionnel des parents. Et c'est ce qu'on découvre ça avec l'épigénétique. Et ça modifie l'expression génétique. Hein. Mmh. Bon. Et je me suis dit, mais après tout, parce qu'on a chacun un émotionnel des parents particulier, hein, pour ta naissance, pour la mienne, pour chacun de nous. Mais je me suis dit, quelle serait la mémoire commune de tout être humain qu'ont eu ses parents? Hein. Et donc, la plus ancienne de ces mémoires, et la plus ancienne de ces mémoires, c'est que toute mère, future mère, réalisant qu'elle est enceinte, elle fixe un terme qui est de 9 lunes, enfin après c'est 9 mois, mais qui est de 9 lunes après la conception. Hein. Et donc, ça fait partie de son vécu. Ça veut dire que, en effet, tout ce qui se conçoit pour le cerveau arrive à terme 9 mois après. Mmh. Et donc, ça, c'est dans c'est l'inconscient le plus profond de l'humanité. C'est 9999,9% des mères ont vécu ça. Ça peut ne pas. Il y a des mères qui arrivent avec un déni total qui est. Hein, j'ai l'exemple d'une femme que je connaissais qui est hospitalisée pour des douleurs au ventre et en fait elle rentre à l'hôpital pour accoucher. Mais, donc il y a pas eu ça, mais c'est tellement minime que c'est tout de même la mémoire commune. Et, et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça m'a permis de découvrir que, en fin de compte, notre existence, c'est, c'est une, c'est du temps et de l'espace. L'espace, c'est la naissance et le temps, c'est aussi, c'est un point de repère. Hein, c'est le point de repère. Et donc, ça m'a permis de découvrir, alors, que l'empreinte de naissance est faite de 4 dates fondatrices séparées de
9 mois, jour pour jour. Quelle que soit la personne, que nous soyons prématurés ou non. Et ça veut dire que ce premier nombre de la clé de naissance, le premier nombre de la clé de naissance, il va nous parler de la relation au temps. Et le temps, c'est quoi? C'est la façon de se situer, de se repérer. C'est qu'est-ce qui me touche? Je veux dire que quand on est touché par quelque chose, euh, on est touché parce qu'il y a quelque chose de même nature au fond de moi-même. Euh, je dis toujours, je suis perdu en pleine campagne, donc je j'ai plus aucun point de repère. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher, est-ce qu'il y a quelque chose qui me touche? Ah, je reconnais la petite maison là, avec ce toit là, je la Mmh. reconnais. Si je la reconnais, c'est que l'information est en moi. Autrement, elle ne me touche pas. Donc c'est très important de voir que des fois on est touché, on ne sait pas pourquoi, mais simplement parce que on n'a pas conscience de ce qui est au fond de nous. Ça, c'est le premier nom de la clé. Le deuxième, c'est l'action. C'est la façon dont on va agir ou réagir. Hein. Et face à une chose, je vais soit vouloir, tant que je vais mettre l'idée que mon bonheur ou mon malheur dépend de l'extérieur, je vais vouloir ou repousser ou attirer. Et ça, c'est l'action ou la réaction. Et le troisième, c'est le constat. Le constat, c'est-à-dire qu'est-ce qui me laisse en paix ou quand je suis en survie, comment je vais me sécuriser. Et en fait, et de toute cette expérience, c'est ça notre expérience, la vie, c'est une expérimentation de se situer par rapport à un constat. Hein, quand j'arrive dans une ville, y a le plan de la ville, je vais aller à la gare. Très bien, je vois la gare, elle est très, très bien sur le plan. Le problème, je ne sais pas où je suis sur le plan. Je ne peux pas y aller. Donc, Mmh. je suis obligé, heureusement qu'il y a l'information, vous êtes ici. Ah, ça y est, donc ça veut dire qu'on me donne une information. Tu as l'angle de l'avenue de la Libération et de l'avenue du président Wilson. Je dis, ah, ben voilà, très bien. Je regarde, avenue de la Libération, elle est là, président, très bien, je suis là. Donc, je peux me situer par rapport à ce qui me laisse en paix d'aller à la gare, et donc mon action, elle va être juste. Donc, l'action, elle va être en permanence de se situer par rapport à un résultat, à un constat. Et de tout ça, j'ai une conscience de cette expérimentation. C'est ma vérité à moi. Mmh. Je fais ce parcours, c'est ta vérité. Je fais ce parcours, c'est ma vérité. C'est là qu'on a chacun cette vérité, qui est notre vérité. Et cette vérité, elle se discute pas, elle se justifie pas. On n'a ni tort ni raison. Et c'est ce que nous nous devons de respecter. Et c'est le respect de cette vérité qui nous donne accès à cette nature éternelle. Voilà. Et cette clé de naissance, alors juste pour aller plus loin, c'est-à-dire que elle s'est développée au fur et à mesure de l'empreinte de naissance. Je donne un tout petit exemple ici de montrer ce que c'est qu'une clé. En voilà une qui est une clé qui est la clé 6-4-4-2 que l'on voit dans ces temps. Mais ça se décline dans un arbre. Ça se décline dans un arbre. Ça veut dire que dans cette clé, euh, on va découvrir, en effet, la relation au temps, l'action, l'espace. On va découvrir c'est quoi mon libre arbitre. C'est quoi mon libre arbitre? C'est quoi qu'est-ce qui fait que je vais choisir la survie ou que je vais choisir de respecter ma vérité? C'est quoi l'illusion que j'ai dans la vie? Ou l'évidence qui est là? Hein. C'est quoi ma valeur la plus haute? C'est quoi ce qui m'aligne dans ma dimension spirituelle? Ou alors comment je suis en dépression? C'est quoi mon réflexe inconditionnel ma première réaction dans la vie? Et puis dans cette clé, il y a aussi ici, on voit ici ce qu'on appelle la clé de santé. Il y a un nombre maladisant. C'est quand je suis dans cet état de conscience que que je suis en train d'interpréter la réalité dans une dualité. C'est comme ça que je suis malade. Voilà. Et donc c'est un outil. La clé, elle est ni bonne, ni mauvaise, ni positive, ni négative. C'est un outil de reconnaissance de soi et c'est un mode d'emploi. Et c'est absolument incroyable. Je veux dire, j'ai vraiment l'impression que la vie m'a fait un cadeau extraordinaire, mais et je dis souvent que je suis un peu comme un explorateur, un archéologue hein, qui vient de Mmh. découvrir un trésor. Mais c'est trop beau, quoi. Et c'est trop beau. Et c'est un cadeau que me fait la vie. Et à chaque consultation que je fais avec la clé de naissance, mais je suis le premier touché. Je me dis, mais comme que c'est beau, c'est vraiment cet outil de reconnaissance dans notre nature profonde. Hein. Voilà, voilà. Mmh. Ah bah, ouais. Ouais, c'est puissant ce que tu nous transmets, hein, dans cette, compréhension qu'on peut avoir, de nous-mêmes, et de notre fonctionnement. Donc tu nous as parlé, des clés de naissance, enfin les 4 dates fondatrices d'ailleurs,
Donc une date, il y a la naissance, il y a 9 mois avant la naissance, donc c'est, qui nous ramène à la conception, hein, quand on a été conçu et il y a 9 mois avant la conception et puis C'est après, ça? bah, il y a 9 mois après, la naissance. Donc ça fait un total de 4 dates fondatrices et d'ailleurs, ces 4 dates fondatrices, tu fais un parallèle par rapport à justement ce qui est, transmis, dans le bouddhisme avec, Absolument. Justement, ce premier sermon du Bouddha, quand je dis il y a une correspondance incroyable, et en fait, j'ai fait un petit livre qui s'appelle les quatre vérités de notre naissance, parce que la première fois que j'ai entendu ce, ce sermon du Bouddha, et ce sermon du Bouddha, c'est que bon, le prince Siddhartha va passer euh, 7 ans dans une grotte pour comprendre pourquoi l'homme souffre. Et en fait, il va faire ce premier sermon à Bénarès, là, et il dit voilà, les quatre nobles, ça se traduit comme ça. Il y a la reconnaissance de la souffrance, la cause de la souffrance, la cessation de la souffrance et le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. La reconnaissance de la souffrance, ça veut dire la première cause de la souffrance, c'est parce que nous ne reconnaissons pas que nous sommes touchés. Si tu me dis, et je prends toujours cet exemple, ah, j'aime pas ta chemise. Ah, mince, j'ai voulu mettre une belle chemise pour l'entretien, j'ai avec Stéphane. J'aime, mince, ça va. Je suis touché, mais enfin bon, allez, ça va, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Bon. Mais je suis touché. Je peux l'occulter. Mais si je suis touché, ce que j'ai dit tout à l'heure, si je suis touché, c'est qu'il y a quelque chose au fond de moi qui, oui, qui, qui n'est pas reconnu. Ah, c'est quoi? Donc la chemise, c'est l'apparence. Alors je suis touché. Donc on n'aime pas mon apparence. Ah oui, mon apparence n'a pas à être aimée. Ben oui, mais moi, je passe mon temps à être le gentil pili. Donc il faut que je sois aimé. Eh, ça y est. C'est que si je suis touché, je suis encore dans l'idée que l'amour vient de l'extérieur. mmh. Ça me permet de me resituer. Hein, ça. Donc ça, c'est la première cause de la souffrance, c'est parce qu'on ne reconnaît pas qu'on est touché. Et il n'y a pas à s'occuper des grandes choses. Commençons pas des tout petits détails. Des tout petites choses. Petite réflexion qui, ah, je suis touché. Allez, il faut que j'aille voir. Qu'est-ce qui est au fond de moi qui n'est pas mis en conscience. La deuxième cause de la souffrance, c'est la cause de la souffrance. C'est-à-dire, c'est la réaction. C'est-à-dire que face à un événement, c'est action, réaction, action, réaction. C'est-à-dire que puisque je mets la cause de mon bonheur ou de mon malheur à l'extérieur, je vais vouloir attirer ou repousser. Euh, la troisième cause, c'est la cessation de la souffrance. Pourquoi nous souffrons? Parce que nous n'avons pas la certitude absolue que dans cette réalité-là, en étant ce que nous sommes, tel que nous sommes là où nous sommes, nous pouvons être en paix. Et donc on veut toujours s'améliorer, aller chercher quelque chose, dans l'idée qu'il nous manque quelque chose, qu'il y a un complément à aller chercher. Et ça, c'est tellement important de comprendre ça, c'est que je raconte souvent cette histoire de ces deux maîtres auprès de leurs disciples, le premier, de ces deux disciples auprès de leur maître, pardon, de ces deux disciples auprès de leur maître, le premier qui dit, maître, quand est-ce que je trouverai l'éveil? Et le maître lui montre un bananier, il y a trois feuilles sur ce bananier, il dit, autant de feuilles il y a sur cet arbre, autant de vies il te faudra pour trouver l'éveil. Et là, il rentre dans une dépression terrible, il dit, comment je vais passer ma vie entière, moi, tu me dis encore 3 vies, c'est l'horreur, quoi. Et le deuxième pose exactement la même question, et là, il lui montre un ginkgo biloba, hein, avec des milliers de feuilles dessus, il lui fait la même réponse. Et le disciple dit, oui, mais je trouverai l'éveil. Et il trouve l'éveil. Quelle leçon! C'est extraordinaire, c'est parce qu'on n'a pas la certitude, donc on va se sécuriser par l'extérieur, et quand on se sécurise par l'extérieur, nous entretenons cette séparation. Nous nous coupons de cette nature profonde. Hein. Et la quatrième cause de la souffrance, c'est le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Ce que les bouddhistes appellent l'octuple chemin. Alors, pour les érudits bouddhistes, j'ai vulgarisé, hein, donc pardonnez-moi si c'est pas le texte exact, mais je vous assure, j'ai la validation de Lodgen Tulku Rinpoché dans ces propos-là. Et en fait, c'est quoi l'octuple chemin? C'est le chemin juste. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mon expérimentation de la vie, je retire une vérité. C'est ma vérité. Et elle se discute pas. Si je dis ah j'ai froid, on va pas me dire mais t'as tort d'avoir froid, il fait chaud. Mais oui, moi c'est ça. Hein. Ça se discute pas, c'est ma vérité. Et en fait, pourquoi nous souffrons? Parce que
nous ne respectons pas notre vérité profonde, ce que nous savons au plus profond de nous. Et c'est ce secret que nous sommes seuls à pouvoir trahir, qui est notre vérité. Donc c'est Mmh. ça les 4 causes de la souffrance. Et avec avec la clé de naissance, on va pouvoir lire ces causes de la souffrance. Et quand, dans l'Himalaya, parce que du coup, pendant une quinzaine d'années, j'avais une vingtaine de groupes avec à chaque fois une 15-20 personnes. Et quand avec ces bouddhistes dans l'Himalaya, ces gens tellement touchants, ils connaissent tous le premier sermon du Bouddha. Hein, c'est le texte fondateur de leur religion. Mais quand on leur lit ce texte avec leurs clés, mais ils pleurent de hey, le texte, il est fait pour moi. Ils se reconnaissent à travers ce texte. Et c'est très touchant. Même quand je le raconte, ça me touche parce que c'est quand l'humain se révèle et se reconnaît, c'est toujours très touchant. Quoi, voilà. Oui, non, c'est certain, hein. D'ailleurs, moi-même, quand tu m'avais parlé de ma clé, j'étais touché. Je me suis dit: «Tiens, il est en train de me parler de profondément, de moi et de mon fonctionnement». Donc tu nous as parlé donc de quatre dates fondatrices, hein, les clés de naissance. Donc il y a 4 nombres, hein, tu nous as parlé. Chaque nombre peut nous nous éclairer un petit peu sur notre fonctionnement. Mais comment on trouve, cette clé de naissance? Alors, pour la trouver, là, il y a une chose, pour la calculer, Ouais. pour la calculer, hein, c'est Oui, ça. pour la calculer. Pour la calculer, en atelier, quand je fais la formation, quand je propose la formation, on apprend à la calculer, la cohérence. Mais le chose le plus simple, c'est d'aller sur le site directement et on peut aller calculer cette clé en mettant sa date de naissance. C'est-à-dire que c'est le jour de la naissance. La clé se calcule à partir du jour de la naissance. Que nous soyons prématurés ou non, que nous soyons désirés ou pas désirés, qu'importe, c'est le moment où on coupe le cordon. Et donc, ça va être vraiment 9 mois jour pour jour avant la naissance et 18 mois encore jour pour jour avant la naissance et 9 mois après la naissance. Donc, c'est ça, ces quatre dates fondatrices. Et si je suis né le 30 novembre, ma date de conception, elle sera le 30 février. Mmh. Pas sur le calendrier parce que c'était pas. Parce qu'en fait, dans l'inconscient universel, avant les calendriers, il y avait les lunes. Hein, quand une Mmh. femme était enceinte, il faudra qu'elle voit 9 fois la Lune passer au même endroit dans le ciel, hein, Mmh. pour arriver à terme. Et donc, voilà, on peut la calculer facilement Oui. ouais, Voilà, sur le site. De toute façon, vous avez un lien dans la description, ouais, sous cette vidéo, les amis, donc allez faire un tour. Vous pourrez, en apprendre plus et justement pouvoir, calculer votre clé, hein. D'ailleurs, il y a une micro-formation, hein, qui est offerte, hein. On en parlera un petit peu plus tard. Donc, tu nous as parlé donc de la bioanalogie, clé de naissance, voilà, toute, l'empreinte de naissance. Donc tu nous as dit, voilà, il y a, 4 dates fondatrices, mais au total, ça fait, 27 mois, donc un cycle de 27 mois qui se répète. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ce cycle qui se répète et nous donner peut-être, des exemples ou des anecdotes que tu as par rapport à une problématique, ou des problématiques que certaines personnes ont pu rencontrer en rapport justement avec ce cycle qui se répète? absolument. L'empreinte de naissance, je sors ici une grille de ce cycle pour qu'on comprenne bien. Euh, donc, bien sûr que l'empreinte de naissance, elle est constituée par l'émotionnel des parents dans les 27 mois autour de la naissance. Donc, ça veut dire qu'elle va jusqu'à 9 mois après la naissance. Et donc, c'est à partir du 9e mois de vie que l'enfant va être autonome, véritablement. Parce qu'il faut bien comprendre que jusqu'à 9 mois de vie, même biologiquement, l'enfant, il est encore sous les anticorps de la mère. Donc, il n'est pas dans son autonomie biologique. Et c'est vraiment à partir du 9e mois de vie. Et donc, ça veut dire que de 9 mois, 27 mois plus tard, jusqu'à 3 ans, il va revivre toute son empreinte. C'est-à-dire que voilà une grille cette grille de l'empreinte de naissance, et on va découvrir que de 9 mois, donc voilà, ça va, il y a la conception, la naissance, plus 9 mois, moins 9 mois. Donc je vais revivre cette première ligne blanche, ça arrive jusqu'à 3 ans. Ensuite 5 ans et 3 mois, 7 ans et 6 mois, 9 ans et 9 mois. C'est un cycle de 27 mois en 27 mois. Et c'est très intéressant quand on marque nos événements sur cette grille, dans cette colonne, dans cette colonne, dans cette colonne. Et
on va s'apercevoir que nous recommençons en permanence de vivre le principe note des événements, c'est-à-dire de revivre cette empreinte en permanence. Et il y a une chose très intéressante, c'est que de 9 mois jusqu'à 3 ans, donc c'est la première fois que l'enfant va vivre en totalité la totalité de son empreinte. Et c'est là où il y a quelque chose de fascinant, c'est qu'on découvre qu'à 3 ans, à 3 ans, donc l'enfant il a revécu pour la première fois toute cette empreinte. À 3 ans, il va poser des questions. Il va poser des questions parce que il vient d'expérimenter quelque chose. Il sait au fond de lui et il va vérifier. Mmh. Alors, maman, est-ce que vous m'attendiez? Ben, bien sûr, mon chéri, qu'on t'attendait. La maman, elle ne veut pas lui faire de la peine, mais oui, on t'attendait. Penses-tu? On t'entendait pas du tout. C'était le foutoir à la maison, on était en travaux, on était, voilà. Le problème, c'est que lui, il sait que il n'était pas attendu. Non, il sait que ses parents n'attendaient pas l'enfant. Ça n'a rien à voir avec lui. Et le problème, c'est que il va, pour être aimé, il va réparer l'histoire, il va se mettre dans l'attente. Il va vouloir correspondre à ce qu'on attend de lui. Et il va se priver de sa nature véritable, qui est d'être sans attente, de se laisser surprendre par la vie, de découvrir. Et c'est à partir de 3 ans, c'est à ces questions dont l'enfant n'a pas eu de réponse, qui sont la source de tous nos clivages, de Mmh. toutes nos névroses, nos psychoses, nos schizophrénies, viennent à partir. Et selon l'intensité, ben, le clivage peut être plus ou moins important, parce qu'on va se construire un double. Celui qui a besoin de survivre pour être aimé. Mmh. Si on dit, mais non, moi, j'étais pas attendu, mais non, il risque de mettre, ça met en jeu l'amour, ça met en jeu l'accueil, ça met en jeu tout ça. Donc ça, c'est passionnant. Et oui, je vais raconter une histoire. Donc je pourrais en raconter des milliers, j'allais dire. Euh, un jour, en séminaire, il y a une femme qui vient, qui est là, et c'est à l'époque que les séminaires sont en point de naissance, et elle met ces événements. Et une coïncidence, 3 fois dans sa vie, sur la verticale de la naissance, donc quand elle repasse sur sa naissance, un événement très complètement incroyable, elle se retrouve seule dans une chambre d'hôtel à pleurer. C'est peut-être bizarre, pour 3 raisons particulières. Et en fait, cette femme, son histoire, c'est qu'elle est de l'assistance publique. Mmh. Elle dit, moi, j'ai été abandonnée. Et elle sait que sa mère était femme de chambre dans une grosse maison bourgeoise dans une grande ville de province, voilà, et c'est tout ce qu'elle sait. Mais sa souffrance, c'est mais pourquoi on m'a abandonné? Ma mère m'aimait pas. Et là, elle réalise qu'on a forcé la mère à abandonner l'enfant. Et que la mère se retrouvait seule à la maternité en train de pleurer l'abandon de son enfant. Waouh! Et ça a été absolument extraordinaire parce que cette femme qui avait des difficultés à marcher, qui avait des cannes, qui était en fauteuil roulant, je l'ai revue un an après. Elle avait maigri, elle avait retrouvé toute sa fluidité et, et sa joie de Waouh! vivre. Incroyable. Ouais, il Et fallait qu'elle puisse, accéder à cette compréhension, à cette information qui était sous-jacente et finalement qui lui créait, tout un tas de symptômes. Elle était en mécanisme de survie, voilà, elle savait pas, mais ça venait encore une fois de cette empreinte de naissance. c'est ça. Et Et ça, d'ailleurs, tu nous as dit que donc à 3 ans, on a vécu, donc ce cycle, hein, ce premier cycle oui. à 3 ans et toi justement, tu nous as dit, hein, brièvement qu'à 3 ans, toi, tu as réalisé quelque chose puisque, justement, Mais comme on disait, tu étais né dans une famille catholique, mais toi, tu questionnais justement, le bien, le mal, Dieu, l'enfer, tout ça, enfin? et on me couchait toujours très tôt. C'est une façon de se débarrasser des enfants le plus tôt possible. Et les volets étaient fermés. Et vers 3 ans, c'est la première fois, ce qui est incompréhensible, que je découvre la nuit. Mmh. On sort dehors et je découvre la nuit et je montre à mes
à mes parents, et je vois les étoiles dans le ciel. Mais en fait, ils croyaient que je découvrais la nuit, mais non, ce qui me touchait, c'est de voir qu'il y a toujours de la lumière. Qu'il y a toujours de la lumière, même à travers cette. Euh, que la lumière, elle est toujours là. Et c'est quelque chose qui me touchait comme enfant. C'est-à-dire que moi, je croyais qu'il y avait une nuit noire complète, et non, même dans la nuit, il y a la lune, il y a des étoiles qui brillent. Et, euh, et c'est comme si cette histoire, je me rappelle très bien de cet instant-là. Je courais, j'allais chercher tout le monde pour montrer dehors, et comment euh, ça m'impressionnait de voir que la lumière, elle a toujours été, elle est là, même au plus sombre. Je ne savais pas le formuler comme ça à cette époque, mais oui, c'était ça. C'est vrai, c'était une histoire qui m'avait beaucoup touché, enfant, quand elle revient comme ça. Oui. Mm. Et qu'est-ce que ça t'a appris du coup au fur et à mesure d'ailleurs dans ta propre vie, du coup ce moment-là, finalement, est-ce que c'est une histoire qui a continué à se répéter, ou enfin, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier au niveau cycle justement, par rapport à ça? Par rapport au fait justement qu'il y a toujours, la lumière, dans, l'obscurité, Eh ben, comment je pourrais le formuler? De dire que sortir de l'idée de cette opposition Mmh. ombre et lumière. Mmh. En fait, ce que ça m'a permis, moi, de comprendre, c'est que l'ombre, elle se fait par les objets qu'on y met. Mmh. Et la lumière qui fait pas d'ombre, c'est parce qu'il n'y a pas d'objet. Et quand on parle des gens qui vivent des NDE, hein, des expériences près de la mort, ils décrivent très souvent une lumière qui n'éblouit pas. Hein, et une lumière, il ne fait pas d'ombre. Mais cette lumière, elle ne fait pas d'ombre parce qu'il n'y a plus d'objet, il n'y a plus d'identification. Et ça, c'est fondamental de comprendre que, en fait, cette ombre, c'est nous qui l'installons en nous identifiant, c'est-à-dire qu'en mettant la cause de notre bonheur ou de notre malheur à l'extérieur. Et ça, là, on se prive de cette lumière éternelle, de notre nature éternelle. Je vais faire juste un petit pont avec quelque chose, si je peux. Euh, c'est Plaisir. comme j'ai dit souvent, je me suis intéressé beaucoup aux textes fondateurs des grandes religions, et tout naturellement, dans ma famille, c'était le catholicisme. Et donc, un des textes fondateurs, c'est les 10 commandements. Alors, les 10 commandements, c'était vécu comme vérité en deçà, erreur au-delà, comme disait Pascal. C'est-à-dire que si tu sors de la route, là, c'est l'enfer, c'est la damnation. Et, et, euh, et donc, comme si c'était voilà ce qu'il faut faire pour atteindre, très bien, pour atteindre la lumière, pour atteindre le paradis. Et, il y a quelques années, je me suis intéressé, je me suis dit, mais il vient d'où ce texte? Et je me suis aperçu que ce texte, il est en hébreu. À l'origine, il a été écrit en hébreu, et que l'hébreu ne connaît pas le passé et le futur. L'hébreu ne se parle qu'au présent, et ça se dit en accompli ou non accompli. Donc, donc ça veut dire que le texte était au présent. Et c'est pas tu ne tueras pas, c'est tu ne tues pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'homme éveillé, l'homme conscient, il ne tue pas, c'est-à-dire qu'il ne dit pas non à la réalité. La première chose qu'on fait quand il nous arrive un événement, oh non, je suis en train de tuer la réalité. Et en fait, on s'aperçoit que ces commandements, ils décrivent ce qu'est l'homme conscient. C'est pas un chemin à suivre, parce que cette nature éternelle, il n'y a pas de chemin vers la conscience. La conscience, elle est. Mmh. Il a cessé d'introduire ces mécanismes de survie. Et dans cette légende biblique, la première phrase que Dieu dit à Moïse, je parle bien dans cette légende biblique, c'est je suis Yahvé ton Elohim, c'est-à-dire je suis l'Éternel qui te libère de l'esclavage. Mais l'Éternel, c'est quoi? C'est ni temps ni espace. C'est quand je cesse de faire exister séparément le temps et l'espace. C'est la conscience. Lorsque je cesse de m'identifier, de vouloir survivre, je suis libre. Donc nous sommes libres, mais nous ne le savons pas. Et c'est comme si toute notre existence, c'était de nous permettre de réaliser que nous sommes libres. Et la clé de naissance, justement, nous montre comment nous pouvons être libres en, en, en respectant ce dans quoi on se reconnaît, en Mmh. sortant de l'idée qu'il y a une vérité extérieure à nous. Et c'est pour ça que ce mode d'emploi, oui, ça c'est ma vérité, elle est.
et elles se discutent pas. Mmh. C'est puissant, hein, donc cesser d'entretenir les mécanismes de survie, tout ce qui nous touche ne parle que de nous, hein, c'est ce que tu nous transmets, et puis, nous vivons aussi, dans un seul univers et c'est le nôtre. Voilà, encore une fois, tout ce qui nous touche ne parle que de nous Et même, et il n'est qu'un univers, c'est même au-delà de nous vivons dans il n'est qu'un univers le nôtre. mmh, Le jour où ce corps disparaît, l'univers disparaît. Le ouais, jour où ce corps disparaît, l'univers disparaît. C'est un univers unique. ce qui est un observateur, c'est c'est ça. Il y a ce corps en relation avec l'extérieur à ce corps. Mmh, Et cette relation-là, elle disparaît. ouais, C'est la c'est responsabilité de cet univers. la non-dualité. Alors les amis, restez avec nous, hein, parce que dans quelques instants, Jean-Philippe va nous proposer un petit instant de gravitation, une pratique, hein, pour vous en exclusivité les amis. Moi j'ai encore, voilà, au moins une question, c'est, donc justement pour en revenir à ce surnom qu'on te donnait, hein, le gentil Pili, donc on va dire quand on entend ça, on entend plein de choses derrière, hein, donc oui, il est brave et cetera, enfin tout ce qu'on pourrait imaginer. Hem, Comment aujourd'hui toi tu vois les choses? Qu'est-ce que tu as compris à travers ça? Et pour toutes les personnes justement qui pourraient, vivre le même genre de choses où, tu vois, il y a des gens, à qui on peut dire des fois on entend ça, hein, dans la société: «Oui, il faut pas être trop gentil, parce que si tu es trop gentil, on te marche dessus» et cetera et cetera. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Est-ce que toi on te l'a dit, par exemple, justement? Bien évidemment, et bien Mmh. évidemment, des retours où justement cette gentillesse est bafouée, hein, on va le dire comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le premier nombre de ma clé, c'est un 6. Et le 6, c'est l'humain, c'est l'amour. Hein. Donc, en survie, il faut que je sois gentil, il ne faut pas que je sois celui qui crée des conflits. Hein. Donc, s'il y a un conflit, je ne veux pas en être responsable. Et en fait, donc, je vais être touché en permanence par ça. Et donc, en effet, la personne qui est trop gentille, elle ne va pas se respecter. Elle va se maltraiter juste pour être aimée. Hein. C'est là où on va attirer des choses comme ça. Parce qu'en fait, il y a toute une partie où cette gentillesse, elle est faite pour être reconnue comme un bon humain. Mmh. Donc, en fait, c'est je suis gentil par profit, pour être Mmh. reconnu. Hein. Au moins, si je suis reconnu comme un bon humain, je suis aimé et je peux survivre. Et en fait, après, c'est ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est d'abord cette bienveillance avec soi. Et quand justement on se choisit dans la bienveillance avec soi-même, alors on n'est plus en train d'utiliser l'autre pour être reconnu. Et quand on se choisit dans cette bienveillance avec soi-même, alors ça partage, ça aime. Et c'est plus l'amour qui est un objet qui se donne ou qui se reçoit. Et là, on réalise des lois ontologiques, c'est que l'amour, c'est pas un objet. L'amour, c'est un constat qui se fait quand chacun se respecte, justement, dans sa propre vérité librement et l'expérimente. Hein. Mmh. Et c'est ça, avec cette clé, avec les clés, on va découvrir les lois ontologiques de la vie, les lois de Mmh. l'être. Hein. D'ailleurs, on comprend bien à travers aussi ta gestuelle, hein, vraiment il y Oui, a oui, l'alignement, c'est ça. on sent que c'est, chercher finalement à s'aligner pour revenir à sa vérité, hein. Tu nous as dit, cesser, d'entretenir, les mécanismes de survie. En fait, ça nous ramène finalement à notre propre responsabilité. C'est exactement ça. Ça nous amène à la cohérence. Quand on parle de la conscience, c'est la cohérence. La cohérence, c'est quoi? C'est l'alignement entre ce que je décide, qui est lié au temps, ce que je fais, qui est lié à la relation, à l'action, et ce qui me laisse en paix, qui est lié au constat. C'est ça la conscience. C'est la cohérence. Du reste, l'inconscient se manifeste par l'incohérence. Hein. Mmh. Et, et c'est dans cette cohérence que la vie, elle prend sens. Et on n'a pas à vouloir donner du sens à la vie. Chaque fois que je veux donner du sens à la vie, je ne peux vouloir donner que quelque chose un sens que je connais. Donc quelque Mmh. chose qui vient de mon passé. Chaque fois que je veux donner du sens à ma vie, c'est pour réparer mon passé. Mmh. Et je reste dans la survie. Mais dès le moment où je suis aligné dans ma cohérence, donc je suis en conscience, alors je réponds de tout ce qui me touche. Et en répondant de tout ce qui me touche, c'est la vie qui prend sens. Mmh. Et ça, c'est une loi ontologique, c'est la vie qui prend sens. C'est pas moi qui donne du sens à la vie. Et par cette présence,
et la présence et action, et ça agit. Voilà. Et c'est justement l'instant de gravitation, c'est de découvrir que la présence est action. Hein, c'est vraiment. Donc oui, cesser de lutter, accueillir, pleinement et totalement. Heu, juste avant d'en arriver juste à cette pratique, j'ai quand même une autre question, par rapport à justement là, on parle de mieux se comprendre, finalement d'atteindre, ce qu'on pourrait appeler la paix. Si on parle du mot, guérison, qu'est-ce que c'est pour toi la guérison? Et s'il y avait une clé, par rapport à justement ça, une clé pour la guérison, qu'est-ce que ce serait? Alors, la première chose, c'est de ne pas confondre la réparation et la guérison. C'est pas une réparation d'une chose, d'un événement, mais la réparation n'est pas la guérison. Et la guérison, c'est choisir de vivre, et c'est de cesser de survivre. Hein. La guérison, c'est lorsque je suis en paix et quand je ne veux pas un autre passé que celui que j'ai. Euh, dans les événements de vie, on peut souffrir de nos événements du passé. Hein. Et j'ai ma mère, qui est toujours vivante, mais qui a Alzheimer, et qui était très catholique, et elle pratiquait avec moi le pieux mensonge. Ça veut dire que par amour, au nom de mon, pour le bien pour moi, elle pouvait me mentir. Mais c'était pour que justement me protéger, dans son représenté. Et j'en ai souvent souffert. Hein, et donc j'ai été obligé de lui mentir, moi, pour ne pas être. Voilà. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que justement, il n'y a pas à s'appuyer sur quelque chose d'extérieur. Le seul point d'appui, c'est ce que nous sommes. Et là, ça a été fini, j'en ai plus jamais voulu à ma mère. C'est ça la guerre. Et je veux pas une autre mère que celle que j'ai parce que ça m'a permis justement de, 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 de cheminer avec ça, le fait que je ne peux m'appuyer que sur ce que je suis, que sur ma vérité et pas sur quelque chose d'extérieur. Il n'y a aucune vérité extérieure à nous. Et ça rejoint ce point de bascule dont j'ai parlé avec mes 2 sacs à ce premier séminaire. Voilà. Mmh. C'est encore du même ordre. Hein. Donc voilà, on a cette responsabilité justement, de pouvoir changer notre point de vue sur les choses, d'accueillir pleinement les choses et on arrive aussi finalement, juste, à pour peut-être, heu, voilà, être dans ce développement de ce qu'on est en train de dire. Est-ce que du coup, on peut arriver dans cette, est-ce que la clé ou est-ce que ce serait une clé, la gratitude justement? Puisque là, on sent que tu dis: «J'en ai plus voulu à ma mère», mais finalement tu reconnais ici que finalement, bah, grâce à ça, ça t'a permis de mieux te comprendre et d'évoluer quelque part, de te rapprocher de ta vérité. J'aime bien ton mot de gratitude, mais la gratitude, c'est un constat. Mmh mh. Si je reprends l'histoire de la chemise, tu me fais de réflexion, très bien, je suis victime, machin, je dis je te pardonne. Et si je te pardonne, c'est que je reste encore victime. Mmh. Il y a que les victimes qui pardonnent. Mmh. Et je me considère encore comme victime. Mais le jour où je comprends que je sors de tout jugement, que, ah, mais oui, je cherche encore l'amour à l'extérieur, ça pardonne, c'est pardonné. Mmh. Et ça grâce. Mmh. C'est ça, cette gratitude. Et j'ai pas à te pardonner. Ça ne m'appartient pas, c'est pardonné. Mmh. Oui, bah, c'est vrai que ça nous ramène toujours à cette question, on a parlé de la non-dualité, mais du qui suis-je, hein? Là, on pourrait faire Oui, oui, oui. Je pense qu'on peut avoir plein d'entretiens ensemble, ouais. Stéphane. Bon, bah, les amis, hein, comme promis, on va vous proposer une petite pratique avec, enfin, c'est Jean-Philippe qui va vous proposer une petite pratique, un instant gravitation. Alors voilà, je vais te laisser, Jean-Philippe nous donner quelques instructions. Alors, en effet, je vais vous proposer euh, l'instant de gravitation. L'instant de gravitation, c'est un moment spécifique pour reconnaître nos mécanismes de survie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la conscience, elle est. Il n'y a pas un chemin vers la conscience, elle est. Simplement, c'est que chaque fois que je suis dans une tension, c'est que je, je, je suis dans ce clivage puisque je mets l'extérieur responsable de mon bonheur ou de mon malheur. Alors, en fait, ce que je vous propose, et ça, c'est vraiment d'être présent là où le corps est porté par la terre. Donc là, je suis
assis sur ce fauteuil. Et, et, et en fait, ma conscience, elle va être entre le corps et le fauteuil, comme s'il y avait une empreinte. Cette empreinte, c'est là où tout le poids du corps se repose. Et puis en même temps que je suis présent ici, je vais scanner du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds pour aller repérer là où je vois une tension. Alors, sur le front. Alors, je ne vais pas chercher à la faire disparaître. Je vais juste choisir de cesser de l'entretenir. Il n'y a rien à faire. Juste, comme je l'ai repéré, je peux cesser de l'entretenir. Au niveau des yeux, des paupières, au niveau de la bouche, les joues, la langue. Je vois une tension, je cesse de l'entretenir. Et en même temps que je cesse de l'entretenir, je suis présent là où le corps est porté par la terre. Et puis la gorge, la ceinture scapulaire, les épaules, épaule droite, épaule gauche, le haut du thorax, entre les omoplates. Là où je vois une tension, je cesse de l'entretenir. Je cherche pas à la faire disparaître parce que cette tension nous permet de survivre. Mais là, je vois que je prends juste conscience de cette tension et je cesse de la nourrir. Et puis tout le thorax. Et puis en même temps, les bras, les avant-bras, les mains. Puis je vais regarder au niveau des lombaires, au niveau de la paroi abdominale. Et là, je vais être présent tout le temps, là où le corps est porté par la terre, sur cette empreinte. Et puis le périnée, la hanche droite, la hanche gauche, les cuisses, les mollets, les pieds. Et je suis présent dans cette rencontre du corps avec la terre, là où le corps est porté par la terre. Puis ce balayage, je peux le refaire en 1 seconde, 2 secondes, en étant toujours présent là où le corps est porté par la terre. Je cesse d'entretenir les tensions, et quand je cesse d'entretenir les tensions, justement cette présence se révèle. Et on n'est pas en train de résoudre quelque chose. On est juste en train d'être présent et de cesser de donner la priorité à la survie. Ça peut se faire, on peut choisir de se poser dans un coin, mais ça peut être instantané. Je veux dire que pendant tout l'entretien qu'on a eu ensemble avec Stéphane, peut-être 50 fois je l'ai fait. Juste avant de parler, juste hop, d'être présent là où le corps est porté par la terre. En conduisant, il y a un moment, un stress qui apparaît parce qu'il y a une voiture, parce que venez vous poser. Et là, l'action juste apparaît. Voilà, donc vous pouvez, on va rester 1 minute comme ça, d'expérimenter, de balayer du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds, et de cesser d'entretenir les tensions en étant présent là où le corps est porté par la terre. Voilà. Voilà cette expérience. Hein. Et je la propose tous les mardis midi, justement. Il y a une petite rencontre d'un quart d'heure comme ça. Mais ça peut se faire 50 fois dans la journée. À chaque instant. Et c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de résoudre parce que justement, ce qui est fondamental de comprendre,
c'est que notre existence, elle n'est pas à résoudre, parce qu'elle n'est pas un problème. Le problème, c'est la survie. Donc cessons d'entretenir la survie et sa vie. Mmh. Mmh. Laissons la vie, s'exprimer. Merci en tout cas pour cette magnifique pratique qui nous ramène à l'instant présent, à la présence C'est et voilà, il y a que ça de vrai finalement. c'est ça. Et les amis, si vous souhaitez, en savoir plus, hein, il y a une micro-formation qui est offerte par Jean-Philippe pour vous en exclusivité. Vous avez un lien dans la description, c'est «Découvrez la puissance des clés de naissance» avec 4 vidéos. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire, quelques mots peut-être? Bien sûr. Donc ces 4 vidéos vont vous permettre de comprendre encore plus en détail ce qu'est vraiment la clé de naissance. Vous allez avoir de la pratique, ça va vous donner de la pratique, ça va vous donner une expérience et et de vérifier la, comment dire, la puissance de ces clés de naissance. Et elles sont puissantes parce que on se reconnaît. C'est juste, c'est vraiment, nous sommes livrés avec un mode d'emploi qui apparaît avec notre naissance. Et c'est, vous dire, mais oui, ça c'est moi. Et à chaque fois que je fais des consultations, les gens, ah mais c'est exactement ça. Et vous allez découvrir cet outil euh, qui est le fruit de toute mon expérience de vie, hein, et qui s'est révélé au fur et à mesure de, de l'installation dans la cohérence, de ne pas vouloir une autre réalité que celle qui est là. Et vous allez voir comment c'est très puissant et c'est vraiment euh, l'outil qui nous permet de cesser d'entretenir nos identifications, cesser d'entretenir notre ego, notre mental. Et c'est pas le rejeter parce que notre ego, notre mental nous a permis de survivre. Donc, donc il n'y a rien à rejeter. Ce que nous avons fait en termes de survie, c'est parfait. Vous êtes tous vivants et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et on n'est pas du tout sûr que si vous aviez fait autrement, vous seriez vivant aujourd'hui. Donc on n'est pas en train de rejeter quelque chose. C'est au contraire de rendre grâce à ce fonctionnement, de nous accueillir et de nous accueillir dans notre fonctionnement. Eh, je vois comment. Mais oui, j'ai toujours voulu avoir un rôle, j'ai toujours voulu être reconnu, j'ai toujours voulu prouver que j'étais capable. Ça y est, je vois. C'est ce qui m'a permis de survivre, et heureusement. Donc, ça nous permet vous allez découvrir comment ça nous permet de nous accueillir dans nos mécanismes de survie. Mmh. Merci du fond du cœur, Jean-Philippe. Donc vous avez un lien dans la description sous cette vidéo, hein. Encore une fois, c'est une, micro-formation gratuite offerte. Voilà, c'est «Découvrez la puissance des clés de naissance». Donc voilà, bah, un outil, hein, qui va vous permettre de mieux vous comprendre. Donc aujourd'hui, on a parlé de bioanalogie, vous avez le site, hein, bioanalogie.com, mais vous pouvez passer à travers le lien, hein, évidemment, vous en saurez, plus. Vous aurez aussi un accès justement au calcul de votre clé de naissance. Et puis voilà, évidemment, toi, tu es présent sur tous les réseaux, hein, on peut te retrouver voilà, heu, sur Instagram, Facebook et cetera, à travers, justement la bioanalogie. Et toi-même, tu as ton compte, voilà, personnel ici et là et tu transmets beaucoup d'informations. Donc les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à Gamétation TV, je vous invite tout de suite à le faire. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé, de nos dernières, publications, nos dernières émissions. Et puis, mettez un petit j'aime aussi sur cette vidéo, hein, ça fait toujours plaisir et puis mettez-nous aussi un petit commentaire sur ce que vous avez pu comprendre, vos interrogations sur, sur vous-même, hein, sur la vie en général, ce que vous avez pu, découvrir dans cet échange et puis partagez un maximum, cette vidéo sur tous les réseaux, par email, avec vos amis pour que, pour, quelque part, permettre à chacun de s'ouvrir un peu plus à soi, et puis de pouvoir, atteindre, on pourrait dire, ça, une plus grande, paix intérieure. Et bien, merci encore une fois du fond du cœur, Jean-Philippe pour cet échange aujourd'hui. C'était vraiment, plaisant de pouvoir, recevoir toutes ces informations, d'avoir tout cet éclairage et c'était pour moi un honneur, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ton livre, «L'empreinte, de naissance», c'est un best-seller. Donc voilà, tu es connu, à travers le monde, ça fait plus de 40 ans que tu fais des conférences et des stages ici et là. Donc voilà, aujourd'hui tu étais avec nous et c'était, voilà, je te remercie, c'était un honneur pour moi. Et puis, Merci. je te laisse le mot de la fin justement, si tu as envie de donner un message par rapport même
qui ouvre même par rapport à ce qui se passe dans le monde. Est-ce que les clés et cetera peuvent, nous donner un éclairage, peut-être? Bon, alors, bien sûr, c'est intéressant. Donc, grand merci Stéphane. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi et puis avec la magnifique œuvre qu'est Gaïa. Vraiment, c'est une belle, vraiment une belle énergie. Et justement, c'est intéressant. Juste peut-être une petite réflexion. Quand tu dis avec tout ce qui se passe dans le monde, on voit bien qu'on a des informations de tous les côtés. On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, etc. Ça n'a strictement aucune espèce d'importance, que ça soit vrai ou faux. L'important, c'est qu'est-ce qui nous touche. En quoi ça me touche, cette information? Donc si ça me touche, c'est quelque chose au fond de moi qui n'est pas révélé, qui n'est pas mis en conscience. C'est pas d'aller lutter contre l'extérieur, mais c'est de regarder ce qui me touche. C'est là où on peut vraiment agir et laisser cette présence qui est action. Et si je dois dire un petit mot de la fin, de tout ce que je vous ai dit, surtout, ne me croyez pas, expérimentez. Voilà. Merci. Merci beaucoup.